Alors, excusez-moi, je vais pas. J'aime bien bouger. Donc, je vais aller vers. Alors, donc, je me présente. Donc, Hicham Assami a parlé de mes anciens. Alors, je suis parti du CA des biologistes médicaux. Donc, et petit à petit, je me suis surtout concentré sur le congrès. Et je suis praticien hospitalier au laboratoire de biochimie du CHU Bicêtre que je vais vous présenter. D'abord, moi, je commence par les remerciements parce qu'il faut remercier les gens avant, parce qu'en général, à la fin, voilà, on est pressé par le temps. Donc, je remercie bien sûr notre cher professeur Chabraoui, avec qui on travaille dans le cadre du congrès, qui m'a invité avec Anne à présenter ma présentation. Je fais un peu de pub au congrès. Donc, je remercie les intervenants que je cite ici, qui seront présents cette année en 2020, plutôt l'année prochaine en 2023. Donc, Dr Benazouz, Dr Moumen pour la Société Massir, les professeurs Mimouni et Zorer. Je remercie aussi le professeur Choukri qui était présent cette année lors des Biomagie. Alors, comme je vous ai dit, je suis au CHU de Bicêtre. Le CHU de Bicêtre fait partie d'un groupement hospitalier universitaire qui comprend 8 hôpitaux. Donc, c'est en cours de... Voilà, on travaille ensemble. Donc, c'est le GHU Paris-Saclay. Donc, il y a 2 facultés de médecine. On est rattaché à 2 facultés de médecine et une faculté de pharmacie. Alors moi, je suis dans le labo de biochimie toxicologie. Donc je vais essayer d'utiliser le pointeur parce que c'est pas évident. Donc vous avez 3 unités. Donc vous avez la biochimie générale, l'unité fonctionnelle de maladie héréditaire du métabolisme et celle de pharmacotoxico. Donc moi, je suis référent qualité de l'unité de biochimie générale et responsable de cette unité. Donc dans la biochimie générale, on a plusieurs secteurs. Donc la plus grosse, c'est celle de la plateforme. Donc, plateforme automatique Roche, on a aussi le secteur des protéines, celle des hémoglobines glyquées, celle des membranes, qui est une spécificité de Bicêtre. Donc, là, vous voyez, je commence le topo. Alors, en biochimie, donc là, vous avez notre plateforme Roche, qui à peu près, ça correspond à peu près à 80-85% de notre activité. Donc je vous présente là, grosso modo, j'ai schématisé les services, bon, c'est certains services, donc les urgences pédiatriques, adultes, ainsi de suite. Donc l'arrivée, je vous dirais pourquoi j'ai mis les pneumatiques tout à l'heure, ainsi que le coursier, donc arrivée des prélèvements. Vous avez à peu près les chiffres, donc vous avez 800 dossiers jours en moyenne. On fait 81 paramètres, on a 1150 tubes par jour. Voilà, les chiffres, vous avez surtout 600 ionogrammes dont on va parler par jour dans cette plateforme automatisée. Il y en a la majorité, voire quasi tous les ionogrammes sont faits sur la plateforme, donc en chimie, en ISE sur l'ISE. Et j'ai mis un appareil de gaz du sang, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, on roule les ionogrammes essentiellement sur le module ISE de la chaîne automatisée. Donc, alors, Anne m'avait dit de faire un topo sur le bilan électrolytique et l'importance de la maîtrise méthodologique. Je m'ai focalisé sur toute la natrémie-calémie parce que quand j'ai commencé, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je me suis surtout focalisé sur le sodium et le potassium. Donc voilà, c'est un aperçu rapide de ce qu'on a comme résultats, normonatrémie, hyponatrémie, hyperanatrémie, ainsi de les résultats de calémie au niveau de Bicêtre, avec une répartition, on a surtout de la normonatrémie, mais étant donné que dans un hôpital, vous avez un nombre assez important alors ça va trop vite, donc d'hyponatrémie surtout. Bon, le les services où on a surtout ça, rien, néphrocardio. Et alors, excusez-moi, je ne maîtrise pas encore. Et l'hypercalémie, voilà, surtout en rien, néphro-urgence. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aime bien montrer des cas de la vraie vie. Donc là, vous avez un homme, je ne vais pas rentrer dans tous les états cliniques, ça dépend des cas cliniques, mais là, c'est un résultat. Vous avez un résultat, vous aurez deviné, c'est surtout la natrémie qui pose, on va dire, c'est pas vraiment un problème, mais qui pose question. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'on a, dans ce résultat, une hyponatrémie? Ça n'a rien à voir. Alors, c'est pas de la clinique, mais c'est méthodologique. C'est une fosse. Guillaume
Sur le résultat strictement du sodium, il y a un sodium bas à 126. Limite, c'est 125 directement pour l'hyponatrémie, mais il y a surtout le fait que le problème est lactescent. Donc, si tu as parlé de la chaîne automatique pour faire le dosage, il faut se poser la question du résultat d'une interférence négative causée par l'hypertriglycéridémie qui a été soulignée dans le topo précédent. Merci. Alors, c'est ça, tu as bien deviné. Alors, le résultat, c'est que c'était super, 100 millimoles de triglycérides. Donc, tous les paramètres sont influencés à des degrés divers sur nos automates par la lipémie avec des indices de plus de 1000. Et donc, alors ça pollue aussi l'hémolyse. Hein, tu as un faux index d'hémolyse, donc tu as de l'hémolyse alors qu'il n'y en a pas. Dans ce cas-là, il y a 3 façons de faire. Je vais vous montrer la nôtre. Soit vous passez directement dans un appareil de gaz du sang, donc en potentiométrie directe, soit vous faites de la centrifugation ou de l'ultracentrifugation, et donc après vous récupérez les surnageants, soit vous faites utiliser une formule de correction. Voilà. Dans notre cas, on utilise l'un ou l'autre des solutions, donc parce que grosso modo là, dans ce cas-là, on centrifuge, on récupère surnageant, on passe pour les autres paramètres et on fait de la potentiométrie directe quand on peut, parce que c'est du tube sec qu'on utilise. On demande généralement, si c'est de l'aria, c'est plus facile à avoir un gaz du sang pour faire. Dans ce cas-là, le vrai résultat était à 154. Donc pour un petit rappel, potentiométrie directe, potentiométrie indirecte, qui me dit la différence, bon, la réponse. Hein. Je donne à Othman. Non, d'accord. Bon, grosso modo, il y a une dilution. Et dans la dilution, il y a des facteurs préétablis. Donc le facteur ici, alors, vous voyez, ça c'est le facteur d'utilisation. On considère qu'il y a 7% de molécules et 93%, j'exagère, bref, je schématise, de plasma de liquide. Et donc en fait, c'est le facteur de dilution qui fait que quand il y a plus de, vous voyez ici dans ce cas-là, hop, là, le pointeur il est dans le deuxième cas, vous voyez, là dans notre cas on est plus proche de ça. Donc en grosso modo, le facteur de dilution standard est inférieur au facteur de dilution réel. Ce qui fait qu'au final, je vous donne dans un autre schéma, qui est là, voilà, c'est le topo de Valérie Brunet, il faut que je le cite. Vous voyez, grosso modo, on fait une hyponatrémie alors qu'il n'y en a pas, on sous-estime le sodium. Hop, alors 12 minutes, je vais essayer d'aller plus vite, excusez-moi, je n'avais pas compté. Donc en gros, pseudo-fausse hyponatrémie, vous avez des interférences. Je n'ai pas cité les hyperprotidémies, notamment dans la maladie de Weinstrom. Vous y pensez, vous avez aussi tout ce qui est perfusion, ça on va voir tout à l'heure, tout ce qui est hémolyse, on va en parler tout à l'heure. Il faut savoir que les variations sont en fonction du fournisseur. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est une présentation de l'influence de l'hémolyse, on va en parler tout à l'heure. Là, c'est rapide, une petite... j'ai hésité à la mettre parce que je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. C'est ce qu'on appelle les hyponatrémies hypertoniques ou de redistribution ou fausse hyponatrémie. En fait, hyponatrémie plutôt isotonique en général. Et ça, il y en a qui utilisent des formules de correction. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Donc, voilà, je voulais mettre ça, mais après, c'est à réfléchir et à méditer. Donc, deuxième cas. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous donner la réponse rapide. Donc là, c'était une perfusion de sérum physiologique, ce qui arrive assez fréquemment au laboratoire. Donc on demande de reprélever parce que ça influence tous les paramètres. Alors, fausse hypernatrémie. Donc là, on passe à l'hypernatrémie. En hypernatrémie, là j'en ai parlé, donc la perfusion sérum physiologique ou sérum salé. Vous avez aussi le tube qu'on utilise, l'anticoagulant. Certaines molécules comme le thiopental. Donc là, c'est un autre cas. Je vais essayer d'aller vite, excusez-moi, pour avancer un petit peu parce que j'en avais plusieurs. Dans ce cas-là, c'est un bilan électrolytique qui a été fait chez un patient de 22 ans hospitalisé à l'hôpital de la prison de Fresnes. Je mentionne la prison de Fresnes parce qu'il y a quelque chose la prison de Fresnes n'est pas à côté de l'hôpital Bicêtre. Donc j'ai déjà donné la réponse. Qui veut la préciser? Alors là, on saute du sodium au potassium. J'ai pas mis en haut le titre exprès pour ne pas. C'est fait exprès pour ne pas orienter dans la réponse, mais non, du tout. Je vous oriente. C'est le potassium qui pose problème. Mais regardez tout le reste. Non, c'est maîtrise analytique, donc ça n'a rien à voir avec la clinique.
Tout le bilan est normal sauf le potassium. Pas du tout. C'est pas un problème d'électrode. C'est pas l'hémolyse? Pas du tout, elle est normale. Alors l'ISHP, c'est l'index d'hémolyse, ISI, ictère, L, c'est lipémie. Alors, je vous donne la réponse. Ça a traîné. Le tube est arrivé le lendemain. Que le potassium. Et ça nous arrive. Et vous voyez, que le potassium. C'est intriguant, mais c'est lié à ce qu'on va... Je vais faire un deuxième, et après vous avez des réponses. Parce que je ne vais pas vous donner des réponses, parce que ça... pour le deuxième cas. Donc on parlera tout à l'heure de ça. Donc ce deuxième cas, c'est patiente de 59 ans et admise aux urgences pour asthénie. Donc vous avez l'hématologie, donc vous avez une hémoglobine basse, des plaquettes basses, leucocytes très élevés, je vous oriente. Un diagnostic leucémie myéloïde déposé. La biochimie, vous avez 6,9. Le reste de l'ionogramme et chimie courante est dans la ligne normale. Et le sodium, il est à 140, azatalate. Alors, le glucose, je ne l'ai pas, mais il est normal normalement, parce que tout le reste est normal. Mais je ne me rappelle pas des valeurs. Alors, c'est un cas clinique que j'ai belge. Alors, on a vécu la même chose à Tenon, à peu près. À quelques... Guillaume, tu veux répondre? Parce que tu veux... Il y a un problème sur les leucocytes. Voilà, donc on peut supposer que l'hyperkaliémie, puisque l'hémolyse est normale, si j'ose dire, on peut supposer que c'est la lyse des blancs qui entraîne l'hyperkaliémie. On avait eu ça. C'était lié à l'époque à l'action du pneumatique. Voilà. C'est pas que le pneumatique. Alors j'ai donné hypercalémie en évidence aux urgences. Ce qui posait problème, c'est qu'ils ont traité l'hypercalémie. Contrôle biologique réalisé au laboratoire était à 7,1, donc ce n'est pas un problème analytique. J'ai fait exprès de ne pas montrer ça avant de vous laisser répondre. Ça permet un petit peu de réfléchir. Et toutefois, une analyse a été réalisée sur un appareil de gaz du sang qui donnait un résultat strictement normal. Donc, dans ce cas, c'est un ensemble. Donc, les orateurs, ceux qui ont écrit l'article, n'ont pas donné vraiment qu'une seule solution. Ils pensaient que c'était un transport par pneumatique, une incubation prolongée parce que ça a traîné, et la vitesse. Parce qu'en fait, il y a une fragilité des membranes cellulaires, des globules blancs, mais pas que. Parce que vous avez montré tout à l'heure que le potassium aussi augmente quand on laisse traîner, justement, comme tout à l'heure on a montré, parce qu'il y a une libération à la fois des plaquettes. D'ailleurs, dans les thrombocytoses, faites attention, il y a aussi des fausses hypercalémies, mais aussi des blancs. Donc le cas de Tenon, c'était pneumatique. Et la personne a été hospitalisée, elle allait passer aux dialyses, et le biologiste de gaz a dit c'est bizarre, il leur a demandé d'envoyer un tube hépariné par coursier. Et donc, je n'ai pas mis celui de Tenon parce que je n'avais pas tous les détails, parce que ça fait 7 ans que je suis parti de Tenon. Et on était à 8, je crois, 8,5 avec pneumatique, et on est passé à 4,5 sur du gaz du sang. Là, pourquoi je le mets? C'est surtout qu'il y a eu des conséquences, c'est-à-dire la personne hospitalisée, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une grosse prise en charge pour une erreur qui peut être récupérée au laboratoire. Donc, pensez-y, les tubes qui traînent. Mais pas qu'il y a d'autres cas que vous allez voir tout à l'heure. À votre avis, voilà. Donc, vous avez vu que les leucocytes, plaquettes, peut-être à l'origine de l'augmentation. Vous voyez, voilà, les deux graphes que vous avez. Bon, plus ça traîne, plus il y a le compte cellulaire élevé, plus vous avez des pseudo-hypercalémies, plus ça traîne, plus vous avez des pseudo-hypercalémies, vous avez les hémopathiques, la LC, l'NMC, là c'était l'âme, je me rappelle bien. Vous avez le type de leucocytose, vous avez le type de tube. Sec et pariné, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les normes ne sont pas les mêmes. Le moyen de transport, j'ai parlé des pneumatiques, ne pas oublier aussi l'hyponatrémie. J'en parle pas parce que souvent on pense à la calémie, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a le point serré, ça vous connaissez, le garrot, le type d'écuit, le vide, difficulté de prélèvement, agité de son gaz. Je reparle des pneumatiques et la centrifugation. J'ai mis en rouge l'hémolyse parce que je vais en parler. Donc l'hémolyse, là c'est extrait de la publication de 2015 de Carole Poupon, biologiste au niveau des annales de biologie clinique, donc de l'interférence d'hémoglobine glyquée par rapport à la surcharge et l'indice trouvé. Donc en fait, vous voyez qu'il y a la calémie qui augmente, ce qui
tout le monde tout connaît, donc c'était pour vous situer les choses. Donc l'hémolyse, c'est quoi les interférences de l'hémolyse? Grosso modo, vous avez... il me reste que 4 minutes, je vais accélérer. J'avais pas tout, je vais essayer d'accélérer, désolé. Surcharge de paramètres dosés, dilution du paramètre dosé, interférence spectrophotométrique dosage basé sur la réaction de Trinder, interférence avec une réaction croisée vis-à-vis des compressions de globules rouges. Hop, là, je vous présente les non-conformités au niveau de la votre biochimie de BICERT. Vous avez à peu près 5% de non-conformité. Et sur les 5%, vous avez 0,29% liés à l'hémolyse. C'est-à-dire qu'on dit lié, c'est-à-dire que c'est des bilans totalement annulés. On les dose, mais généralement, comme on a les résultats de l'indice après, on les annule. Là, c'est le pourcentage de type d'hémolyse. Donc, une croix, deux croix, ça dépend des indices et des automates. Donc, je ne vais pas dire quel est notre indice par rapport à ça, parce que ça dépend du fournisseur. Vous voyez qu'on a un certain nombre, c'est à peu près 10%, grosso modo. Là, c'est notre tableau de limite indique avec les interférences d'hémolyse, quels commentaires on fait, par rapport à il y a aussi la lipémie licterne, je ne les ai pas mis. Et là, le potassium, le premier, à partir de, dans ce cas-là, sur notre automate 30, on fait un commentaire, deuxième, on fait un deuxième commentaire, puis à partir de troisième, donc à partir de, chaque fois que je me change 200, on supprime le résultat de potassium, et à partir de 300, 400, 300, on décide est-ce qu'on supprime tout ou pas, et 400, on supprime tout. Alors, tout le monde le sait, l'hémolyse, on le rencontre beaucoup au service des urgences, c'est un problème partout, pas de solution, et voilà, je pense que, je sais pas, il y a des tubes maintenant qui sortent de la part de certains fournisseurs qui disent qu'ils réduisent l'hémolyse, mais moi je n'ai pas utilisé ces tubes-là, donc je ne peux pas en parler. Ça c'est un petit rappel, quand vous faites un contrôle, voilà, évitez le garrot, évitez un certain tube, évitez le pneumatique, ne laissez pas traîner, évitez aussi l'épicrânienne, l'écoulement libre si possible. Voilà. Mais aussi, alors il me reste 3 minutes, vous avez la contamination à l'EDTA, ben, réflexe, potassium élevé, vous ne savez pas pourquoi, vous faites le calcium effondré, contamination EDTA fort possible, et perfusion au KSL. Mais encore, alors un cas clinique, patient, 62 ans, PPCO, potassium 7,8, globine rien signalé, calcium rien signalé, pas de perfusion, appel infirmière. J'ai donné la réponse trop vite, je fais ma marche arrière. Excusez-moi, je suis en train d'avancer. C'était plus fort que moi. Allez, ça m'a stressé les 2 minutes la case. À quoi vous pensez? J'ai pas d'indice, je vais vous donner d'indice parce que sinon vous... botte de roquet dans le couloir froid. Voilà, c'est la réponse. En gros, le froid a fait augmenter ce potassium. Ils les ont entraînés dans un couloir froid. Moi, je vous dis franchement, j'ai appris ça. En faisant cette présentation, l'influence de la température. Je pensais que la température élevée augmentait le potassium et le froid baissait, alors que c'est l'inverse. Arrêtez de médication, hop, ça c'était parce que, voilà. Vous voyez, en fonction de la saisonnalité, c'est une étude qui a été faite, le froid augmente et la chaleur diminue. Combien d'entre vous savez ça? C'est pas pour dire que j'ai trouvé précisément, moi je ne le savais pas. Combien d'entre vous pensaient que c'était l'inverse? Je pense que la majorité. Oh, c'est bien, vous avez au moins appris quelque chose dans ma présentation, je suis content là. Alors là, alors je ne maîtrise pas ça, c'est aussi en faisant ma topo que j'ai appris qu'il y avait une pseudo-hypercalémie familiale. C'est très, 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 très rare. Et c'est lié aussi à la température. En fait, c'est in vivo, il y a une fragilité, donc il y a un équilibre qui se fait, donc in vivo, la personne n'a pas d'hypercalémie. Mais une fois qu'on a prélevé et qu'on a laissé le tube, le froid fait, vous voyez là, il y a les passions, vous voyez la température passion, à 4 degrés, à 20 degrés, à 37, il y a un contrôle et vous remarquerez que en fonction de la température et du délai, 0, 2, 4, ça augmente. À 4 heures, à 4 degrés, c'est 10,3 millimol de potassium, alors qu'à 37, 20 degrés, la même chose, à 37, ça ne bouge pas par rapport au contrôle. Alors, il me reste 40 secondes. Alors, conclusion. Je suis arrivé à la... C'est bon, j'ai tenu. Presque, parce qu'après, je vous réserve une petite surprise. L'examen un peu consolidé en laboratoire, mais qui nécessite une maîtrise globale du processus de la biologie médicale, préanalytique, interférence, conditions de prélèvement, clinique, analytique, maîtrise de la méthode, et surtout de ses limites, post-analytique, interprétation du bilan, de son ensemble, au regard de l'âge, du service de la clinique. Question 1. Alors ça, c'est des questions où je ne vous donnerai pas la réponse, parce que forcément, je ne les sais pas. Donc,
que faites-vous en cas d'hémolyse aiguë intravasculaire? Moi, je me pose la question souvent. Est-ce que je rends le résultat du sodium sans rien faire? Est-ce que je rends le résultat de sodium et je vérifie le taux d'aploglobine qui n'est pas effondré? Est-ce que je rends aucun résultat? Je ne sais pas. Pourquoi je vous parle de l'intravasculaire? Parce que c'est pas la même chose du tout. Parce que, je vais vous dire, nous, quand on a ça, on a souvent des résultats normaux de potassium. Et on se pose la question, est-ce qu'on fait l'aptoglobine? Surtout si vous avez des services de cardio-chirurgical, vous pouvez rencontrer ça assez fréquemment. Ça, question, dont je vous dis à discuter durant la pause. À quelle concentration de protéines ou triglycérides considérez-vous qu'il y a une interférence analytique avec le dosage du sodium? Soit 20 et 90 grammes, 50 et 100, 80 et 120. Ce n'est pas une concentration, excusez-moi. Et je ne sais pas. Merci pour votre attention.